Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 9 novembre. À la une du journal ce soir, une rétrospective sur le coq sportif à Romilly-sur-Seine, la ville natale de la marque de vêtements. C'est l'occasion de découvrir quelques objets qui ont marqué l'histoire du sport. Visite dans un instant. La dématérialisation en question à Troyes, c'est une première. La conférence internationale sur les marchés publics en ligne s'est tenue en France et donc même dans l'Aube. Vous allez le voir justement que l'Aube fait figure d'exemple en matière de signature et d'archivage électronique. Et puis la visite de l'inspecteur d'académie au groupe Sarail de Pont-Sainte-Marie ce matin. Il venait constater sur place les résultats de la fusion de 2 écoles maternelles et de 2 écoles élémentaires. Un regroupement opéré lors de la rentrée 2009. Direction Romilly-sur-Seine donc pour débuter ce journal. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un point commun entre Yannick Noah, les Verts de Saint-Étienne et Guy Drut. Ce point commun, c'est le coq sportif. La marque auboise qui revient s'installer dans la ville pour la création de ces nouveaux produits est à l'honneur lors d'une exposition dans la galerie du cinéma Eden. Une rétrospective avec divers objets qui retrace les grandes années de l'entreprise romillonne. Reportage David Mutel. Créé en 1948, le coq sportif a longtemps été le fleuron du sport français avant de décliner au fil des années. Même si aujourd'hui, de nombreux grands sportifs français comme Joachim Noah, Sébastien Loeb ou Frédéric Michalak sont sponsorisés par la marque Romillonne. C'est dans le cadre du souvenir donc que s'est créée cette exposition consacrée à l'époque dorée du gallinacé le plus célèbre de France. Grâce à la collaboration de la famille Camuset, créateur de la marque, Romilly Patrimoine boucle ainsi une série d'expositions consacrées au textile. On avait fait une première exposition sur l'histoire de la chaussette, ensuite sur le caoutchouc, parce qu'on était, Romilly était le plus grand centre de production de tricots élastiques. Et puis il n'y avait plus que la confection qui nous restait à faire, la confection, et donc le coq sportif était tout indiqué pour justement montrer donc, tous ces maillots, et ses survêtements, ses chaussettes et ses shorts. Parmi les raretés, une raquette de Yannick Noah, plusieurs clichés des stars sponsorisées de l'époque comme le boxeur Jean-Claude Boutier, l'athlète champion olympique Guy Drut, ou bien des maillots de football en pagaille comme ceux de Nantes, champion de France en 2001, Bordeaux en 1999 ou l'Ajax d'Amsterdam, triple champion d'Europe 71, 72 et 73 sous l'emblème Romillon, un véritable trésor. Nous savions que Mme Camuset avait gardé beaucoup de choses. On ne savait pas autant, mais on savait qu'elle avait gardé énormément de choses, ce qui est très rare parce que la plupart du temps, quand une entreprise s'en va ou personne ne garde, tout le monde jette, tout le monde brûle. Ce qui est dommage parce que nous, on s'appelle de patrimoine, on aime aussi garder les choses. Outre la collection textile, les visiteurs peuvent aussi apercevoir les affiches publicitaires des années 50 ainsi que l'historique de la marque. Disponible aussi dans les vitrines, la correspondance du monde entier de la famille Camuset avec les sportifs sous contrat à l'époque avec le coq sportif. Une visite qui permettra donc d'observer aussi que le coq sportif était porté dans le monde entier. Michael Jackson lui-même a porté un maillot frappé du coq dans les années 70. Et cette exposition au cinéma à l'Eden, c'est donc jusqu'au 14 novembre avec Michael Jackson. Donc en vedette, un mouvement de grève aujourd'hui au Pôle emploi, un mouvement national qui a eu des répercussions au niveau local. Dans l'Aube, 3 agences sur 7 sont restées porte close. C'est le cas sur ces images au Pôle emploi Charmille. L'intersyndicale appelait à ne pas travailler pour protester contre les conditions de travail. Au cœur des revendications également la crainte de suppression d'emplois ainsi que le manque de formation après le regroupement en 2009 de la NPE et des ACEDIC. Anne Lecourt est secrétaire départementale de Force ouvrière à Pôle emploi. En fait, on voulait se battre un petit peu pour le respect des personnels de Pôle emploi et des usagers. Il va de soi que si nous, on n'est pas bien pour travailler, le service public se dégrade très vite, quoi, en fait. Ça s'est détérioré. Je veux dire, vous savez que la fusion ANPE-ACEDIC s'est faite et malheureusement, elle s'est faite d'une manière assez inopportune, mal préparée et pour l'instant, on ne peut que constater mal réalisée. Et la direction territoriale du Pôle emploi a recensé une centaine de grévistes aujourd'hui dans le département sur les 220 agents que compte le département de l'Aube. Et à propos justement de grève, comme à l'échelon national, un mouvement est annoncé dans l'Aube le 23 novembre prochain. L'intersyndicale, sauf Force ouvrière, annonce un rassemblement à 16h, notamment devant l'hôtel de ville de Troyes, l'intersyndicale qui vient tout juste d'achever sa réunion donc de préparation.
Un colloque européen à Troyes depuis hier à l'Espace Argence, exactement 250 experts venus de 24 pays. Il s'agit de la 5e édition de la conférence internationale sur les marchés publics en ligne. Derrière le terme plutôt barbare se cache une méthode de travail en plein développement, la dématérialisation. Il s'agit par exemple de favoriser les signatures ou l'archivage électronique. Le but, faire des économies mais aussi se montrer compétitif. Dans le domaine, l'Aube fait même figure d'exemple. Jonathan Boisset. Ils étaient 200 acteurs de l'économie numérique venus de 24 pays à s'être réunis à l'Espace Argence pour parler dématérialisation. Une conférence internationale organisée par de nombreux organismes européens, privés et publics pour évoquer le projet PayPal. Le projet PayPal est un projet qui dure 4 ans pour pouvoir contribuer à créer le marché commun sur les marchés publics. Aujourd'hui, les marchés publics dématérialisés se développent, mais surtout à l'intérieur d'un pays. Et quasiment, ils sont inexistants entre les pays parce qu'il y a des problèmes complexes. Chaque gouvernement, chaque région, chaque industrie a son propre système. La Commission européenne ne veut pas changer ça, mais nous devons nous connecter. Les systèmes dans l'Aube, les systèmes en Autriche, les systèmes en Italie doivent être connectés. Et PayPal est la méthode par laquelle nous pouvons tout connecter à travers l'Europe. Le but de cette conférence est de trouver des solutions pour des échanges numériques sécurisés entre les acteurs publics et leurs fournisseurs, une dématérialisation des systèmes de marché public qui permet de gagner du temps puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir recours aux envois papier. Un hôpital qui veut acheter des médicaments, il va publier sur un site en disant voilà la liste des médicaments que je veux et toutes les entreprises du monde entier et notamment d'Europe peuvent dire moi je vais répondre, elles mettent un catalogue, elles lancent un clic et les hôpitaux reçoivent tous les catalogues des divers fournisseurs qui sont prêts à fournir. Les précédentes conférences avaient lieu dans les pays scandinaves, c'est donc une première en France et c'est le département et la ville de Troyes qui ont été choisis. L'Aube, depuis quelques années, justement, est en pointe sur tout ce qui est aspect de dématérialisation. Toute la problématique de la transmission au contrôle de légalité. Jusqu'à présent, c'était des éditions de papier, éventuellement des affranchissements qui partaient jusqu'à la préfecture ou sous-préfecture. À partir de maintenant, plus besoin ni d'impression ni d'affranchissement. Donc des économies substantielles. On fait partie des départements modèles. Une société auboise, Lex Persona, est d'ailleurs spécialisée dans la signature électronique qui permet d'authentifier les envois numériques. À terme, les travaux de ce séminaire européen devraient permettre une meilleure fluidité dans le marché européen. Dans le monde de l'économie, il y a des concentrations d'entreprises et dans le monde de l'éducation, il y a maintenant des fusions d'écoles. Serge Clément, l'inspecteur d'académie, était en visite aujourd'hui au groupe Sarail de Pont-Sainte-Marie. Il s'agissait de constater les fruits du regroupement de 2 écoles maternelles et de 2 écoles élémentaires opérées lors de la rentrée 2009. Il y a désormais une seule directrice et des enseignants en commun. Pour quel résultat ? Reportage à Pont-Sainte-Marie, Annabelle Millet. C'est la 2e rentrée pour le groupement scolaire Sarail-Jaurès. La décision de fusionner les 8 classes de maternelle et les 13 classes élémentaires a été prise il y a 18 mois. La démarche a été commune à la municipalité Marie-Pontaine et à l'inspection académique. L'idée était de rationaliser et de voir au niveau pédagogique comment les choses pouvaient être améliorées en recentrant les choses, en faisant travailler davantage encore les enseignants en commun. Et pour la ville, l'idée c'était de mutualiser nos moyens, notamment nos moyens matériels, mais aussi nos moyens humains, puisque sur les maternelles, nous mettons à disposition du personnel de la commune. Et l'idée, c'était effectivement de mutualiser sur un seul groupe au lieu de 2 groupes pour faciliter donc la gestion de ces personnels. Un personnel qui en nombre n'a pas évolué. Là d'ailleurs n'était pas l'objectif de cette fusion, mais bien de faciliter le travail de l'équipe enseignante. Moi, ce que je retiens, c'est que cette fusion a permis aussi de rapprocher pédagogiquement les enseignants qui ont en charge les élèves en classe maternelle et de l'autre côté ceux qui ont en charge les élèves d'âge élémentaire, mais aussi de renforcer le travail d'équipe et de mieux assurer la continuité de la prise en charge des élèves entre la maternelle et l'élémentaire. Une continuité pédagogique, mais pas forcément une continuité humaine. La fusion qui a pu se faire au niveau du travail de l'équipe d'enseignants devient cloisonnement quand il s'agit du contact entre les enfants. Entre les 180 maternelles, les 300 primaires et la vingtaine d'instituteurs. Bon, le problème, je dirais, c'est que l'école Jaurès ne connaît pas les enfants de l'école Sarail.
Alors que l'année prochaine, les enfants de Sarail vont changer de niveau et iront dans l'école Jaurès. Donc l'adaptation, je pense, pour les maîtresses, ça pose un très gros souci, mais pour les enfants, parce qu'en fin de compte, ils ne connaissent pas du tout, ou très peu, les maîtresses qui sont de l'autre côté du bâtiment. Malgré tout, la direction reste satisfaite du projet pédagogique mis en place à l'occasion de la fusion. Les difficultés existantes aujourd'hui sont inhérentes au lieu même. Il reste des problèmes liés au site qui est divisé en 3 bâtiments qui ne facilitent pas l'organisation. C'est le plus gros souci que l'on ait. Et puis deux entrées d'école, ce n'est pas évident à gérer. Reste que la fusion des écoles maternelles et élémentaires est observée de près par une municipalité qui réfléchit déjà à l'accueil des futurs petits pontois. Des enfants qui s'installeront bientôt dans les 800 logements de l'écoquartier de Pont-Sainte-Marie. On les laisse travailler. On referme ce journal par la remise hier en fin d'après-midi de 2 tableaux à la maison départementale des personnes handicapées à Troyes. 2 tableaux réalisés par les pensionnaires de l'Institut médico-éducatif du Gai-Soleil, des toiles très colorées, auxquelles ont également participé d'autres personnes handicapées, ainsi que les visiteurs d'une kermesse organisée cet été. Ces tableaux vont être accrochés pour égayer la MDPH. Écoutez Franck Rocher, le directeur adjoint de l'IME Gai-Soleil, ainsi que Bernard Delahamed, le président de la commission exécutive de la MDPH. Ce tableau a été réalisé lors de la kermesse de l'établissement, où des jeunes qui participent à une activité expression peinture ont proposé aux visiteurs de laisser leurs traces, leur empreinte sur ces tableaux. Ces 2 toiles, c'est un moyen de s'exprimer, une façon de s'exprimer, voilà, pour promouvoir en fait leur talent et puis faire parler d'eux, tout simplement. C'est un beau symbole de ce que peuvent faire les personnes handicapées qui sont dans la société et qui, comme tous les autres, peuvent contribuer à la culture notamment. C'est une réalisation, comme vous avez pu voir, pleine de gaieté, pleine de soleil, pleine de couleurs, dans un monde qui n'est pas toujours, qui est toujours un peu gris, comme le temps d'aujourd'hui d'ailleurs. Franck Rocher et Bernard Delahamed au micro d'Annabelle Millet, la MDPH qui sera d'ailleurs à l'honneur des rendez-vous du Conseil général. Rendez-vous justement demain, jeudi à 19h en première diffusion sur Canal 32 avec Mathieu Mercier. Ce journal est à présent terminé. Tout de suite, la météo avec Sandra Durupt. Demain, Mathieu Mercier justement à la présentation du JT. Bonne soirée à tous sur Canal 32.